Bonjour à tous. Bonjour Séverine. Bonjour Laurence. Elle a un grand sourire comme ça fait un plaisir fou de commencer un podcast dans ces conditions. Alors, juste avant qu'on reçoive Séverine qui est venue nous parler de deux métiers, un peu comme nous l'avons fait hier avec l'expert comptable Adrien Gauthier, expert comptable et réserviste Sentinelle, eh bien, notre invitée a deux métiers, elle va vous en parler tout de suite. Je voulais juste rappeler qu'ATL est une chaîne d'orientation pour les plus jeunes d'entre nous ou de reconversion, réorientation pour ceux qui sont un peu plus âgés que 24-25 ans. Voilà. Donc on présente ici tous les métiers des plus traditionnels aux plus émergents, en passant par les jobs qui sont artistiques, artisanaux et qui nous tiennent très à cœur dans cette chaîne. Voilà. Séverine, t'es prête? Prête. Allez, c'est parti. Dis-nous quels sont tes deux métiers. Eh bien, les deux métiers, c'est le métier d'éditrice et le métier de coach scolaire, qui est arrivé un petit peu plus sur le tard il y a 4-5 ans. Mais le premier métier, le socle, c'est plutôt les métiers de l'édition. D'accord. Alors, Séverine va vous parler en regardant le petit voyant bleu de la caméra de manière à vous parler les yeux dans les yeux et vous parler de ces deux métiers qui sont... Alors, l'édition, au début, je me suis dit, bof, c'est des métiers très traditionnels, est-ce que c'est encore porteur? Et on m'a dit que oui, tout à fait, et Séverine le confirme. Je confirme, oui, oui, on disait déjà à mon époque, il y a 28-30 ans, oh là là, c'est pas porteur, tu vas pas avoir de boulot, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas trouver. Donc c'est vrai que les jeunes parfois qui me posent la question, est-ce qu'on trouve du boulot dans l'édition? Ben pas plus ni moins qu'avant. Enfin voilà, il y a encore des gens qui écrivent des livres, il y a encore des gens Bien sûr. qui lisent. Donc oui, il y a besoin de gens pour les fabriquer. Voilà, D'accord. donc il y a encore il y a C'est une encore du boulot. édition consacrée essentiellement aux jeunes ou pas spécialement au départ? T'as fait Alors, plus général? plutôt, si, plutôt, c'était d'abord de l'édition scolaire, donc maternelle, et ensuite de l'édition pour l'orientation pour les jeunes, donc à partir de 15 ans à peu près, 15-25. D'accord. Alors, pourquoi l'édition t'a passionné jusqu'à ce que tu découvres en parallèle, parce que tu as gardé les deux jobs, les deux métiers, si j'ai Oui, bien compris, oui. que tu découvres le coaching il y a quelques années, tu vas Mm. nous en parler après. On va commencer par l'édition. Qu'est-ce qui t'a passionné, retenu, occupé toutes ces années dans ce métier? Alors, je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment d'abord que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que quand on a un livre entre les mains qui sort et qu'on voit qu'il est bien fait, qu'il n'y a pas des pages à l'envers, que le texte est bien écrit, etc., on se dit, OK, c'est pas que grâce à moi, c'est grâce à l'auteur, c'est grâce au maquettiste, c'est grâce à l'imprimeur, et donc c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est comme dans une équipe de foot ou dans un sport collectif, la victoire, elle est due à chacun, à la somme de toutes les personnes Bien qui sont sûr, là. bien Et sûr. comme quand, par exemple, il y a un échec, et ben voilà, c'est la faute à tout le monde, c'est la faute à personne. Et quand c'est bien, c'est grâce à tout le C'est monde grâce à aussi. tout le monde, un Oui, vrai voilà. travail Donc d'équipe. ça me plaît, oui. D'accord. Mais pour autant, il y a d'autres métiers où ça se passe en équipe. Donc, si on est obligé de rétro-pédaler un petit peu, il y a un lien certainement avec ta formation initiale, tes premières passions ou pas? Oui, bien sûr. Alors moi, j'avais mes parents qui étaient enseignants déjà. Et donc déjà, j'aimais beaucoup lire. Et du coup, je crois que instinctivement, je me suis toujours demandé mais comment on fait un livre en fait? Il y a quoi derrière? Comment ça se fabrique? Et puis, ben, en fait, quand on m'a proposé, j'étais en master, quand on m'a proposé, j'ai dû aller voir une conseillère d'orientation ou quelqu'un à la fac, je me souviens plus, qui m'a dit, bah voilà, il y a les métiers de l'édition qui correspondraient à votre filière littéraire. Et je me suis dit, bah ouais, c'est top ça, moi qui ai toujours voulu savoir comment on faisait les bouquins. Je me suis engagée là-dedans, en fait, j'ai jamais regretté. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, c'est un master de quoi? Tu nous as pas précisé? Un master en technique éditoriale à l'époque, ça n'existe plus sous ce nom-là, mais à l'époque, D'accord. c'était ça. Bah, tu l'as fait donc avant de choisir l'édition. Mais donc, c'était déjà préchoisi. Tu voulais déjà t'orienter un Oui, peu vers ça. oui, disons que j'avais fait une licence de lettres et ensuite, quand il a fallu se spécialiser, bah, j'ai eu cette piste-là en technique éditoriale et je me suis dit, ouais, allons-y. Ah, parce que c'est très précis, très niche quand Ouais, même, mm, au départ. oui, oui, tout à T'as fait. jamais eu de doute sur Jamais. ce choix-là, C'est a incroyable, priori? jamais. Et aucun regret? Et jamais de regret. Vraiment, je pense que pourrais travailler la nuit, le jour. Enfin, Ok. quand j'ai commencé, j'emportais du travail le week-end parce que c'était trop long d'attendre 2 jours pour travailler. Et tellement j'adorais ce que je faisais. J'aime bien toutes les étapes, en fait. Ouais. J'aime bien la première étape qui consiste à travailler le fond et la forme d'un livre ou d'une brochure avec l'auteur. Et j'aime bien ensuite les allers-retours entre la maquette et
qui met en page avec les couleurs, la charte graphique. Et puis après, les gens qui font la couverture, les maquettistes, et puis en plus, après, les imprimeurs, en fait, qui C'est vrai. montent le... Enfin, il y a plein de métiers techniques et des métiers un peu moins techniques, mais tout ça, ça forme des jolies équipes qui arrivent à fabriquer quelque chose. Donc, C'est vrai. c'est chouette. C'est un très beau processus. Bah justement, on peut s'attarder juste un petit peu là-dessus pour que ceux qui nous écoutent ou nous regardent comprennent exactement tous les métiers qui interviennent. Donc, tout au long de ce processus, à qui tu as affaire? Donne-nous le nom des métiers, en fait. Moi, j'interviens déjà au début de la chaîne, c'est-à-dire Mhm. que je travaille avec l'auteur. Il y a un manuscrit qui arrive sur la table, qui a été décidé par le responsable de collection, ou le directeur ou la directrice de la maison d'édition. Et moi, quand ça m'arrive sur mon bureau, eh bien, je fais tout un travail de fond et de forme avec l'auteur, parce que je sais dans quelle collection ça va aller, je sais ce qu'on attend, il faut qu'il y ait un certain nombre de pages, enfin bref. Et donc ensuite, une fois que le texte il est prêt, je le passe au service maquette. Le service maquette, ils mettent les couleurs, ils mettent les infographies, éventuellement les photos. Donc s'il y a des photos, on travaille aussi avec un ou une responsable photo qui va nous dire, voilà, pour illustrer tel texte, de quelle photo tu as besoin, qu'est-ce que tu veux qu'on voit pas, etc. Quand c'est des dessins, on va travailler avec des illustrateurs, quand on travaille avec des livres pour enfants. Et puis, après, il y a toute la partie technique qui est quel papier on choisit, quel grammage. Donc là c'est vraiment les techniques de fabrication. C'est passionnant. Ouais. Et ensuite, le service technique envoie à l'imprimeur et l'imprimeur imprime. Donc l'idée, c'est qu'il n'imprime pas les pages à l'envers, c'est qu'il n'imprime pas la couverture. Hein, alors, détails. C'est rigolo. Quand je parlais de travail d'équipe, le premier boulot en fait que j'ai eu après mon master, c'est drôle, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, j'ai pas rigolé parce que j'ai laissé passer, c'était une brochure, j'ai laissé passer une énorme faute d'orthographe dans le titre de la brochure. D'accord. Autant vous dire qu'on m'a pas après la période d'essai, je suis pas restée. Hein. Donc ça m'a pas fait rire ce moment parce que je pense qu'ils ont dû pilonner la brochure et ils ont dû tout ressortir. Donc ça a dû leur coûter des sous. Là pour le coup, j'étais pas fière de moi, j'ai pas rigolé, mais j'ai jamais plus refait la faute en fait. Tu étais débutante quand même, ça peut. Ouais, mais là c'était énorme quand même. Comme quoi en fait, l'idée c'est un travail d'équipe, mais faut pas trop compter toujours sur les autres. Surtout se dire que les autres vont faire ma place si je vois pas. Chacun doit prendre sa responsabilité pour que ce soit réussi. Et peut-être que je sais pas pourquoi la faute. J'ai peut-être mal lu, je sais pas, j'en sais rien. Toujours est-il que ça m'est pas arrivé 2 fois en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Ça t'a servi pour le restant de ta carrière, mais bon. Voilà. Comme tous les débutants, on a tous des bugs. Hein. Voilà, ça fait partie des débuts. Ok. Et donc, alors, quand on entend ce que tu dis, on a l'impression. Alors ça, c'est toi qui pilotes tout ce que tu viens de citer là. Non, moi je suis vraiment au début de la chaîne, donc je pilote pas, mais je fais l'interface entre tous ces métiers-là en fait. C'est ça. Tu fais l'interface, tu pilotes pas. Non. C'est pas toi qui vas contrôler le sens des pages. Alors quand un livre revient de la maquette, effectivement, moi je suis toute contente, il est monté, il y a les photos, éventuellement les couleurs, etc. Je regarde que ce soit bien paginé, qu'il y ait pas trop de fautes d'orthographe, que les titres soient bien à leur place, qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas des photos qui soient à la place d'autres, que le numéro il soit bien à la bonne place. Voilà, des choses comme ça. Après, il y a des choses un peu plus techniques. Et puis, en fait, il y a des allers-retours, ce qu'on appelle des jeux d'épreuves. Il y a des allers-retours entre le service maquette et le service éditorial. Qui permet en fait de... Précis, hein, c'est hyper précis. Oui. Moi, je trouve ça un peu stressant, la précision des pages et les numéros. C'est quand même vraiment rentrer en méga détail du bouquin. Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je disais travailler vraiment sur le fond et la forme. On est vraiment à l'interface du fond et de la forme. Et en ça, tu es très complète parce que tu aimes le contenu. Et tu t'occupes du contenant aussi, mais oui, complètement. Déjà littéraire à la base en plus. Oui, c'est vrai. C'est un plus énorme, je trouve. Ah oui, je sais pas, peut-être. Pour l'amour du texte, pour la beauté de ce que tu envoies. L'amour des mots, la façon de s'exprimer. Oui, j'aime bien. C'était pas obligatoire, tu aurais pu passer par la partie bibliophile et t'occuper des couvertures et le cuir au départ, et pas le contenu, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien pour une édition d'avoir une fille comme toi. Oui, il y en a plein des comme moi. Non, c'est pas vrai. Ceux qui viennent chez nous, c'est pas il n'y en a pas plein. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a amené après ces années d'édition à du jour au lendemain, il y a quelques années, rencontrer le coaching scolaire qui est venu compléter ton expérience d'éditrice?
Oui, il est venu compléter, le coaching scolaire parce que, le fil conducteur de ces casquettes-là que j'ai, puisque je suis en indépendante, c'est, que ça concerne l'orientation des jeunes, donc vraiment sur la tranche 15-25 et le coaching scolaire qui est intervenu donc il y a 4-5 ans, partait d'une démarche personnelle parce que j'avais fait une démarche en psychogénéalogie. Je voulais étudier, faire la formation à l'école de psychogénéalogie de Paris. Et puis, j'avais vu que pour la cible, il fallait être coach ou être dans des professions d'accompagnement ou de soins. Ouais, ça, je savais Donc, je pas. m'étais dit, je passe mon diplôme de coaching et ensuite j'irai. Et puis, en fait, je me suis arrêtée au diplôme de coaching parce que j'ai découvert un autre monde que j'ai adoré, que ça m'a nourri et que voilà, ça m'a permis de rebondir une carrière un peu qui venait compléter la première. Complètement, ouais, ça reste encore la jeunesse, toujours. Oui, Ce puis que en tu fait, disais. les deux s'auto-nourrissent, en fait, ça se Ouais, complète. Parce qu'en fait, pour pouvoir accompagner des jeunes dans leur orientation, bah, parfois, même si je suis pas censée donner des conseils, ça m'arrive. Si on me dit, bah voilà, j'ai pas compris la réforme de médecine, j'ai pas compris tel diplôme qui vient de sortir, etc. Je suis capable de l'expliquer parce que à côté, j'ai écrit des articles là-dessus où j'ai suivi des formations, c'est super. pas des formations, mais j'ai suivi des personnes, j'ai lu des personnes qui avaient écrit dessus ou j'ai Mhm. moi-même écrit dessus. Donc ça me permet de donner au moins les infos. Ah, c'est sûr que ça évite aux jeunes d'aller chercher. Mhm. Je lui donne un peu l'info sur un plateau, mais ça se nourrit, oui, ça s'auto-complète. Ouais. Non, c'est top. Ouais. Mais tu me parlais également en amont, tu m'avais parlé du support, l'étudiant, qui est très très connu Oui. et très antérieur. Ça fait une cinquantaine d'années que ça existe, Ben non, à moi, peu j'ai près? commencé à l'étudiant, en fait, il y a un peu plus de 28 ans, en Voilà. tant qu'assistante d'édition. Ensuite, je suis devenue responsable éditoriale. Bon, ensuite, je suis partie à l'étranger, donc j'ai démissionné. Mais quand je suis revenue, j'ai continué à travailler en indépendante pour eux et je continue aujourd'hui à travailler C'est pour génial. eux en Toute une indépendante. carrière avec le support, l'étudiant. Oui. Alors, qu'est-ce qui est devenu ce support? Moi, je l'ai connu quand j'étais gamine et étudiante aussi. Entre-temps, j'ai un peu lâché l'affaire, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est devenu? Comment ça a évolué d'un point de vue diffusion? J'ai aucune idée. C'est digital, il y a un support, il y a toujours de la paperasse. Comment ça marche? Alors, Éclaire-nous. moi, je suis arrivée au moment où ils développaient une collection de livres d'orientation. Donc, c'est de ça dont je me suis occupée. Et il y avait à côté la partie presse avec le journal de l'étudiant qui était vendu en kiosque, D'accord. qui a disparu il y a quelques années. Je ne saurais plus vous dire exactement quand, mais qui maintenant voilà, est passé au digital. Donc, tous les articles, les fiches diplômes, les fiches secteurs se retrouvent sur le site de l'étudiant. Mais ils ont également ils ont conservé en fait la partie livre, mais je crois que je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que ça a été racheté par les éditions de L'Auportan, je crois. Enfin, D'accord. D'accord. je m'avancerai pas trop. Hein. D'accord. Donc Ouais. aujourd'hui, pour les jeunes qui sont derrière la caméra et qui nous écoutent, est-ce que l'étudiant est une source intéressante après, par exemple, un podcast où ils t'auront écouté? Est-ce que c'est un bon plan d'aller se mettre sur le support étudiant, sur l'ordi, et qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver? Oui, c'est un bon support parce qu'il y a des articles sur des secteurs, des métiers, il y a des portraits, des interviews, il y a des fiches d'école, donc un peu comme ça, c'est un peu le pendant en privé de l'ONICEP qui est Voilà. le prolongement de le prolongement de l'éducation nationale et qui fait aussi qui est sur le même secteur Tout à fait. d'activité, quoi, Très intéressant. d'orientation. Donc l'ONICEP. Et l'ONICEP, c'est des fiches métiers, c'est ça L'ONICEP, ils ont des essentiellement? brochures, ils ont aussi tout en digital, ils ont des fiches, ils font pas mal de fiches pédagogiques pour les profs, ils ont des vidéos métiers et aussi des articles sur les secteurs, les formations, les diplômes, etc. Donc, Donc ça, c'est très c'est intéressant. des sources fiables. Il y en a d'autres, hein. Intéressant. Donc Il y en l'ONICEP, a d'autres. c'est le site ONICEP et on retrouve toutes les Oui, fiches métiers ouais. et l'étudiant. Donc vous avez déjà deux pistes intéressantes pour compléter, si après un podcast ou après une rencontre avec quelqu'un, en termes de documentation, les deux supports sont recommandés par Séverine, Ouais. qui est une spécialiste de l'orientation depuis de longues années, voilà, et qui a toutes les bonnes raisons d'être là aujourd'hui. On va revenir au coaching scolaire parce qu'on Oui, on est parti sur une série de podcasts qui seront consacrés au coaching, qui est quelque chose de très à la mode. Et pour l'être également et avoir fait un diplôme complémentaire après psycho, je sais qu'il y a tout et n'importe quoi dans ce métier. Donc on va essayer, nous, de vous présenter de vrais
fort professionnel. Donc, c'est le cas de Séverine, qui a toute sa légitimité et qui va vous dire ce qu'est un coach scolaire, parce qu'il y a beaucoup de spécialités. Il y a life coach, il y a pro, il y a commercial, il y a absolument toutes les formules. Et il y a scolaire, il y a qu'est-ce que j'oublie qui est important aussi en coaching? Le coaching L'essentiel, c'est professionnel, professionnel et coaching life coaching. scolaire, Ouais. coaching de Est-ce que vie, j'oublie coaching quelque chose? sportif, bon, qui est Non, un c'est peu ça. Coaching sportif, c'est l'origine, là, c'est vraiment absolument. l'origine, On a voilà. démarré comme ça. Voilà. Donc, Mhm. grosso modo, on a dit l'essentiel. Oui. Et donc là, on va développer avec Séverine maintenant ce que fait un coach scolaire, si ça peut vous tenter. Eh ben, un coach ou une coach scolaire, il essaye de rendre un jeune acteur de son orientation, responsable de son orientation. Et il essaie d'aller débusquer, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est collégien ou lycéen, c'est difficile de ne pas se laisser influencer par des injonctions familiales, des injonctions sociales. Donc, c'est hyper intéressant d'aller creuser et d'aller voir par quoi ils sont influencés, qu'est-ce qui est vraiment à eux, qu'est-ce qu'ils ont repris de ce qu'on leur a transmis et qu'ils ont accepté et qui fait partie de leur identité. Qu'est-ce que eux ils ont construit et qui fait partie pas forcément de ce qu'ils ont reçu, mais de ce qu'ils ont appris en côtoyant d'autres personnes, De ce qu'ils en sont. grandissant avec leur expérience, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, l'idée, c'est de bien les préparer à choisir quelque chose dans lequel ils vont être bons parce qu'ils vont aimer ça, quoi. Et Ouais. pas de choisir une voie parce que l'école, un prof, un parent, Les voire parents, un grand-parent, parce que parfois ça remonte à la génération au-dessus, a dit. Moi, j'ai parfois des jeunes qui me disent bah, moi, je ne vais pas pouvoir faire la fac parce que ma mère et ma grand-mère ne veulent pas que je fasse la fac. D'accord. Donc, il y a quand même des grosses injonctions, mais qui partent. Enfin, l'idée, c'est que ça part toujours de beaucoup d'amour de la part des parents. C'est-à-dire que les parents, parfois, quand ils donnent justement cette injonction, il y a beaucoup d'amour à la base parce qu'on a envie de porter ses enfants le plus loin possible, bien sûr. on a envie de leur éviter le plus d'obstacles possible. C'est la difficulté, voilà. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est la difficulté. Donc moi je leur dis toujours ça, l'idée c'est pas d'aller contre les parents, c'est d'aller leur dire voilà, parfois on construit une réalité qui est pas la sienne, qui est celle de ses parents ou de ses grands-parents ou qui est une réalité sociale, mais qu'est-ce que tu acceptes, à quoi tu dis oui, qu'est-ce que tu as envie de rejeter, pourquoi, qu'est-ce qui te va vraiment, qu'est-ce qui te va vraiment, exactement. Et donc voilà, donc c'est intéressant parfois aussi de travailler avec les parents en leur demandant et vous, votre orientation, c'était comment? D'accord. Tu les reçois les parents des fois ou tu les appelles? Comment ça se passe? Non, alors en général, je les reçois pour une première séance avec leur enfant. Parfois, ils ont appelé avant et ensuite on fait une première séance pour voir un petit peu comment... Alors moi, j'ai eu souvent leurs mots à eux qu'ils posent sur une situation et j'ai besoin ensuite d'avoir les mots du jeune. Absolument. Pour savoir quelles sont les différentes visions, qui pose des mots sur quoi, comment. Et parfois, ça peut m'arriver de faire un bilan à la fin, mais pas souvent, mais il faudrait que je pense que je vais le faire un peu plus systématiquement parce que c'est important d'avoir... pour les parents d'avoir un petit retour à la fin de l'accompagnement. Clairement, oui. En ayant précisé quand même que les accompagnements, ils sont confidentiels. Donc, je ne vais pas aller leur dire ce qui s'est passé en séance. Bien sûr que non. Alors, concrètement, comment ça se passe? On va à la fin du podcast mettre le lien avec ce que tu voudras, ton profil. Donc, le jeune qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, tiens, ce que fait Séverine, c'est super, j'ai envie de faire pareil. Il te contacte ou alors il veut faire un point de coaching scolaire pur et dur, comme on vient de l'évoquer. Comment ça se passe au niveau alors, du contact? Premier contact, deuxième contact, combien de séances? Comment ça marche? Comment tu es rémunéré? Comment ça fonctionne? Alors, le nombre de séances, je ne le connais jamais à l'avance. Je sais à peu près, en entendant la problématique qui est évoquée en début d'accompagnement, si on va être sur 3-4 séances ou s'il va y en avoir 6, en gros, à peu près. Mais j'ai une particularité, mais ça, c'est peut-être ma couleur de coach, de faire des accompagnements assez rapides, brefs, avec des séances plutôt longues en fait. C'est-à-dire que tant que le jeune n'est pas fatigué, que je vois qu'il suit, que c'est fluide, je lui demande s'il veut bien qu'on continue. Et en général, en 2-3 séances, souvent, c'est assez rapide. Après, ça dépend quand il y a des problématiques de décrochage, de confiance en soi, qui sont un peu plus ancrées. Là, on peut être sur 6-8 séances, mais c'est assez rare finalement, parce que
les problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est vraiment qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je vais m'orienter. Donc on a beaucoup de lycéens entre fin août et fin mars, c'est-à-dire que la période de la rentrée et de Parcoursup. À partir de mars, on a plutôt des collégiens. Puis D'accord. après, ça se calme, on va dire. D'accord. Donc, et puis, bah, c'est un contrat tripartite, c'est-à-dire que c'est d'abord les parents, souvent ils sont jeunes, c'est rarement, ça m'est arrivé, mais c'est rarement un jeune qui vient de Tout sa seul. propre initiative. Souvent, Ouais. c'est les parents, en fait, qui l'ont un peu convaincu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait une première séance, parce que moi, je dis toujours, il a le droit de ne pas me trouver sympa, il a le droit de dire, bah non, le feeling passe Il y a pas. le feeling, c'est la Donc, séance zéro ça des sert à coachings, bien rien de sûr. commencer Bien sûr. s'il n'y a pas il y a pas une alliance qui s'est créée. C'est exactement ça. D'abord, on se rencontre, on le fait en live coaching, c'est pareil. On se rencontre, on voit si, comme j'ai rigolant, on se sniffe, on voit si on se va. C'est ça, On si on est exactement. content de se voir et si on a Et envie c'est vraiment d'avancer. dans les deux sens, parce C'est très que important. moi, je pourrais pas travailler si j'avais pas quelque chose qui m'attire. Si j'avais pas envie de travailler avec ce jeune, Oui, bien sûr. si vraiment c'était pas possible, je pense que je le dirais. Un feeling, ça peut. Ça Ouais. t'est déjà arrivé ou pas? Jamais encore, non. Voilà, bon, bah, Non. ça me surprend pas parce qu'on a toujours envie de les aider et c'est Oui, très, très spécial ça comme avec les adultes en life coaching, on peut parfois se permettre et c'est quand même très rare aussi. Il faut vraiment, même les cas les plus douloureux, on se dit non, on va pas laisser tomber quoi. Donc, alors les jeunes qui plus est hors de question, oui, oui. Alors, les aider, moi, je dirais les les accompagner, parce accompagner. que après, faut pas se poser dans une espèce de posture de sauveur à vouloir les aider absolument T'as parce que archi ça raison. marche pas, mais oui, il faut faire attention d'ailleurs. C'est pour ça que c'est comme tu disais, c'est un métier qui est quand même très encadré, avec des formations qui sont reconnues, Bien avec sûr. une déontologie à respecter, un syndicat, un titre déposé, Bien sûr. et on est obligé d'être supervisé, c'est-à-dire qu'on s'engage à avoir quelqu'un qui a un diplôme de supervision et qui est coach depuis plusieurs années, qui est lui-même ou elle-même supervisé, qui vous accompagne dans votre pratique pour pas faire de bêtises, pour pas être dans une posture de toute Absolument. puissance. Voilà, ça recadre, hein. Tout Moi, à parfois, fait. ma superviseuse, elle me recadre. Bah, Et elle a bien raison, elle est là elle est là pour ça, oui. tout en C'est- étant bienveillante. Sachant que les coachs ont eu la chance de bénéficier de tout l'historique qu'ont eu les psychologues il y a des années. C'est Moi, vrai. je l'ai connu quand j'ai passé Bah le oui. diplôme, où Mm. pendant des années, on n'a pas été protégé. Et tout ce Oui. cheminement-là, au lieu de perdre du temps à réitérer, eh ben, on a direct bien cadré le métier du coaching. Oui. Heureusement. Mm. Après, rien n'empêche n'importe quel organisme privé de se proclamer certification, machin, et de sortir des stages en une semaine qui coûtent une fortune et qui servent pas à grand monde. Ouais. Voire même Après, quelques dégâts, parce que moi j'en ai oui, ramassé c'est vrai. beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup oui. derrière qui sont abîmés. Là, je parle des gens qui cherchent en coaching de vie où les problématiques Ouais. sont complexes et douloureuses souvent. Oui, Alors, c'est vrai. donc, toi, le petit jeune, il est entre guillemets entre 3 et 6 séances avec toi. Sur combien de temps ça s'étale? Alors, les séances, elles peuvent faire 1h30, 2 heures. Ça m'est arrivé 2, 3 fois de faire des séances de 3 heures. Ouais. C'est rare, mais c'est parce que vraiment le jeune en face était pas fatigué, il rebondissait, c'était fluide, on n'a pas vu passer les 3 heures. Donc là, parfois en 2 séances, c'est fini. Parfois, il D'accord. arrive qu'il y ait des choses qui se débloquent, ça m'est arrivé récemment, mais c'est la première fois, qui se débloquent entre le moment où on fait la séance préalable gratuite, où la personne quand même raconte pas mal de choses, et la première séance, il y avait déjà des choses qui s'étaient débloquées, le fait de Ouais, parler bien en sûr, fait. bien C'est sûr. hyper intéressant. Il y a Bien des choses sûr. il y a des choses d'ailleurs qui nous échappent, on sait même pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait Oui, en qu'est-ce fait. qui s'est On débloqué? sait pas trop. C'est bien d'aller quand même essayer de l'analyser, C'est vrai. mais des fois on se dit c'est incroyable. Pourtant c'est pas magique, je suis pas magicienne, mais peut-être parce que la personne aussi en face, elle était prête aussi à faire cette démarche aussi. Je pense qu'il y a ça. Complètement. Et puis on n'a Parce pas que les mêmes c'est niveaux de pas. maturité. Oui, c'est ça aussi, oui. Ça joue, Mm. et puis souvent ça arrive au moment où on l'attend pas. Hein, Oui, ce que exactement. tu dis là, Oui, oui. avec les adultes aussi, c'est Mm. pareil. Alors, tu disais donc des séances de 2-3 heures, dans certains cas, et quelle fréquence? Tu les vois tous les combien dans ces cas-là? Alors là, ça dépend un petit peu du jeune. Moi, je m'adapte parfois à l'emploi du temps, etc., à ses activités. L'idée, c'est qu'il y ait une régularité. Après, que ce soit toutes les semaines, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, D'accord. il faut qu'il y ait une régularité, parce que sinon, on dit que le coaching, il s'éteint de lui-même s'il n'y a pas cette régularité, C'est parce vrai. qu'il faut quand même qu'il y ait une dynamique. Ouais. Mais ça dépend, entre une fois par semaine et une fois toutes les 3 semaines, à peu près. D'accord. Ah oui, tout à l'heure, tu as fait une précision, tu m'as dit non pas aider, accompagner, tu as entièrement raison. D'abord, coach, ça veut dire accompagner et pas aider. Et d'autre part, un bon coach n'est pas là pour aider ou conseiller, mais bel et bien laisser un espace de vie
et d'expression à la personne qui vient pour voir vraiment qui il est, hein. Tout Ça à fait. rejoint le podcast d'hier qu'on a fait avec monsieur Mathieu Deringer sur les dépendances et les addictions. Il y a toute une partie qui a été consacrée par lui sur ce sujet. C'est très intéressant d'aider les jeunes à être vraiment ce qu'ils sont et non pas, comme le disait Séverine, le résultat de pression sociale, parentale, toujours motivé par beaucoup d'amour. C'est ça. C'est bien la difficulté du sujet. D'accord. Donne-moi, parce que on arrive bientôt à la fin du podcast, donne-moi ton plus beau souvenir, le plus émouvant de tes années de coaching scolaire. J'en ai pas mal. Alors, je dirais, parmi les premiers accompagnements que j'ai fait, une jeune fille qui était venue me voir parce que, enfin, sa maman l'avait accompagnée et elle souffrait de manque de confiance en elle. Elle vomissait à chaque fois qu'elle avait un contrôle de maths. Enfin, c'était terrible. Elle mangeait pas la veille. Elle prenait pas de petit déjeuner. Elle allait en cours. Elle était dans un état pas possible, etc. Donc, on travaille en fait sur effectivement cette somatisation. Et, et en fait, elle m'explique à côté qu'elle fait elle se jette, elle fait du saut à l'élastique, qu'elle fait du cheval et qu'elle est parfois tombée, qu'elle s'est remise en selle, etc. Donc je me dis, c'est quand même incroyable. Et je lui pose la question comme ça, je fais ce lien et je lui dis, c'est quand même incroyable. Tu es en train de me raconter que tu risques ta vie en sautant à l'élastique et que parallèlement, tu joues ta vie sur un contrôle de maths. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, j'ai vu déjà qu'il y avait quelque chose. J'avais touché un point sensible. Clairement, il y a Donc, une on a antinomie. travaillé ça. Mhm. Et au bout de 6-7 séances, on a décidé que voilà, ça allait. Enfin, elle a trouvé que ça allait mieux, qu'elle était moins stressée. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'est un moment de les laisser s'envoler quand on sait que ils ont ouvert une porte. L'essentiel, c'est pas de leur tenir la main encore. Bien sûr. Du moment que ça allait mieux, moi, j'étais plus indispensable. Enfin, les séances étaient plus indispensables. Et sa maman me rappelle quelques semaines après en me disant, écoutez, je vois ce que vous avez fait, c'est magique. Elle va à l'école, elle mange le matin, elle mange le soir. Je vous rappelle parce que là, du coup, c'est mon fils qui va pas bien. D'accord. Et j'ai trouvé ça drôle parce que dans ma tête, je me suis dit, je m'y attendais. Parce que dans le système familial, en fait, quand il y en a un qui porte un peu le symptôme, il suffit que la personne, j'allais dire guérisse, entre guillemets, Bah si, c'est pour que quelqu'un d'autre, finalement, prenne le relais, en fait. Mm. Donc, c'était intéressant. Mais ça, c'était vachement émouvant parce que j'ai dû, après, effectivement, avec ma superviseuse, décortiquer. Parce que je me suis dit, mais j'ai rien fait, en fait. C'est elle qui a tout fait. J'ai juste été un miroir, et tant mieux, et c'est très bien. J'ai dû aller sans doute poser les bonnes questions et voilà, j'en sais rien, mais c'était hyper émouvant, quoi. Alors après, je me le suis pas forcément expliqué rationnellement. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, chez les adolescents, parfois, il y a des choses qui sont pas encore ancrées dans le fonctionnement. C'est pas comme les adultes où c'est parfois il y a des modes de fonctionnement qui sont difficiles à aller enlever parce qu'ils fonctionnent depuis des années comme ça. Absolument. Les adolescents, parfois, il suffit parfois d'une phrase ou d'une séance un peu révélatrice pour que hop, il y ait des symptômes qui partent, il y ait des nouveaux comportements qui se mettent en place. Bien sûr, c'est plus frais. Et que ça soit plus pérenne, voilà. Bien sûr. Mais tu as fait le lien, hein, tu as mis le doigt sur son antinomie, c'est ça, elle ne pouvait pas le faire toute seule. C'est pas rien de détecter. Ou ça aurait mis plus de temps, je sais pas. Plus de temps, mais bon voilà, mais il vaut mieux, le plus tôt le mieux, quand il y a des souffrances ou des croyances limitantes ou des choses comme ça, le plus tôt le mieux. Et en mettant des fois, on met le doigt là où ça fait mal, c'est comme notre métier aussi, on le fait, et ça libère, hein, c'est comme l'acupuncture, ça peut vraiment libérer. Donc tu lui fais gagner du temps et de la santé quand même, quoi qu'on dise, c'est quand même ce métier qui est fabuleux pour ça. Ok, est-ce que tu aurais, avant qu'on se quitte, j'aime pas le mot conseil, mais pourquoi pas, en tout cas quelques indications à donner aux plus jeunes qui sont là par rapport à ton métier, en termes de quels sont tes leitmotifs, quels sont les verbes, les mots qui te font avancer dans la vie, tu vois, ce genre de conseil qui peut les aider quand c'est un peu brumeux le matin. Un peu brumeux. Je dirais les verbes... essayer, se tromper, se relever, avancer, des choses comme ça. D'accord. Essayer d'abord. Ah ouais, essayer, tomber, échouer. Échouer, en sortir des leçons. Bien sûr. C'est ça l'idée. Et là, qu'est-ce qui se passe quand les gens n'échouent pas? T'en as rencontré des jeunes qui se sentent
pas, ou des adultes Non, en... sinon ils viendraient pas me voir, je pense. Voilà. Et tu penses que ça existe Sans en tant que doute. coach scolaire? Ah, peut-être. Ouais. Aucune idée. Sans doute, sans doute. Tant Oui, il mieux, y en a, mais oui, il y en alors a. peut-être Il y en a. que oui, mais peut-être qu'ils auront des échecs dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis après, La c'est qu'est-ce réussite qu'un d'une échec vie, aussi, tu vois, c'est ça ouais, et puis le... la réussite d'une vie, c'est pas à 18 ans ou à 20 ans qu'on peut se retourner en disant est-ce que j'ai réussi ma vie, ou Clairement. c'est à 60 ou un peu plus, enfin j'en sais rien, mais Bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr. un peu tôt. Bien sûr, mais il y en a. Alors, il y en a, mais après, c'est tout est relatif, ou à quel niveau on met le titre d'échec à quelque chose. Voilà. Ouais, et puis la réussite, c'est quoi la Et la réussite, c'est quoi réussite, pareil, l'échec, enfin exactement. c'est très compliqué, C'est tout à fait c'est ça. très personnel, C'est hein. très personnel, très subjectif. Et Mm. effectivement, c'est un sujet important qu'on traitera prochainement, parce que c'est de là que partent les sentiments, et les bons et les mauvais qui en ressortent et qui peuvent parfois gâcher la vie. Certains succès pour l'un seront des échecs pour d'autres. Donc ça, Totalement. c'est un vrai sujet à creuser, Mm. surtout en termes d'orientation professionnelle, hein. Si un enfant part en sachant, comme le dit Cérine, qu'il est bon d'essayer de se planter, de se relever et de repartir plus fort, alors là, on est aguerri pour la vie. Si on part avec si tu te plantes, t'es pas bon, t'es vraiment nul, ce jeune-là, il est moins bien parti pour s'en sortir psychologiquement tout au long de son existence. Donc attention aux sentences de la part des parents et de l'entourage en général. Voilà, ça c'est ça, ou des mots qui blessent et qui blessent la vie. On entend beaucoup dans nos bureaux. Oui, et puis parfois, Ouais, c'est pas volontaire. Encore une fois, les parents, parfois, c'est juste de leur propre peur absolument. qui mettent en mots. Et puis, ben voilà, les mots sortent, c'est maladroit, mais en même temps, c'est pour bousculer, c'est pour faire réagir. Donc, Tout c'est à fait. toujours Mais le plein problème des d'amour mots, à la c'est base. toujours plein d'amour. Et Ouais, le ouais. problème des mots, c'est que Mais parfois, ça laisse des voilà, traces, bien sûr. j'en ai entendu tellement dans Ouais, mon oui. bureau me citer des mots qui dataient de... J'ai eu en coaching récemment un très grand médecin qui me redonnait les mots de sa grand-mère quand il avait 5 6 ans, par exemple, et Comme qu'il quoi. n'a jamais oublié. Bien Donc, sûr. attention à ce qu'on dit aux plus jeunes, et Mm. essayons de leur apporter un maximum de lumière. C'est ce qu'on essaie en tout cas de faire ici, avec des invités adorables qui viennent partager avec nous. Séverine, je voulais juste qu'on finisse sur une petite indication bassement matérielle, à savoir comment on gagne sa vie quand on est coach scolaire et éditrice. Tu donnes juste une petite fourchette en brut annuel ou mensuel pour que les jeunes qui s'intéressent au sujet se projettent dans ce métier à 4 5 ans, ce qu'ils pourront gagner dans leur vie. Alors, peut-être en mensuel, ça parlera peut-être Oui, plus en aux mensuel, en jeunes, France, en c'est ce qu'on fait brut, en en gros. brut. Je pense que on débute à peu près à 1 700 1 800 € brut. D'accord. Et puis on peut monter. Alors, dans les métiers de l'édition, ce qu'il y a, c'est que on évolue peut-être moins vite. Enfin, Ouais. les salaires entre le début et la fin de carrière sont peut-être un peu plus resserrés que dans d'autres Mm. secteurs, je pense. Je pense qu'au bout de 10 ans, on peut être à 2008 à peu près brut. Sur une dizaine d'années, Ouais, à quel que peu soit le diplôme de près. départ, d'après ce que tu dis? Ouais, je pense, je saurais pas D'accord. vraiment. Il y a de tout. Il y a Ouais, plusieurs la types. fourchette, ça va être vraiment 1008, 3000 à peu près, D'accord. en Et fonction de côté l'expérience. coaching Et après, scolaire? coaching scolaire, ça dépend de la clientèle, ça dépend du prix qu'on fait à la séance. Moi, par exemple, ça peut représenter entre la moitié et les 3/4 de mon chiffre d'affaires suivant les années. Ça dépend. Bien sûr, Au bien début, sûr. alors les 3 premières années, souvent, il faut se faire connaître, donc c'est pas grand-chose. Et puis après, le bouche à oreille fait que voilà, ça commence à prendre. Donc ça dépend des années, c'est entre la moitié et les 3/4 du chiffre d'affaires, quoi, à peu près. D'accord. Et ta C'est clientèle difficile est de... privée, Oui, c'est particulier privé oui, aujourd'hui? oui. D'accord, ok. Mm, Il n'y a pas d'organisme qui demande du coaching scolaire de façon un peu plus collective, ça n'existe pas, ça? Des évaluations, du Si... coaching scolaire? Alors, si, il y a les écoles et il y a Voilà. les universités qui font aussi. L'année dernière, je vais le refaire aussi cette année. J'intervenais dans des licences d'éco-gestion à Ouais, la c'est super fac sur intéressant. le module orientation. Et aussi, je suis intervenue pendant 2 ans dans des collèges pour des collégiens sur le décrochage scolaire, Voilà, c'est super pour passionnant aller aussi, ça. travailler sur les valeurs, renforcer un peu leur estime d'eux-mêmes, etc. Ça t'a intéressé, ça? Ah, j'ai adoré, C'est passionnant, ça. c'est passionnant. Et là, qui te rémunère? L'établissement ou la fonction publique, c'est quoi? L'éducation L'éducation nationale, nationale? avec des fonds européens aussi, il y a pas mal visiblement de partenaires. Et tu as vu passer combien de classes ou personnes dans l'année, justement? Alors, c'est des Pour nous groupes, donner une idée souvent, du volume et du c'est travail? des classes relais, ce qu'on appelle les classes relais. Donc, c'est
des collégiens qui sont exclus de leur collège pendant 7 Ok. semaines. Donc, toutes les 7 semaines, il y a un nouveau groupe. Après, ils retournent dans leur collège. Ils sont exclus 7 semaines. Exclu cette Ouais, semaine. pour des questions de violence, d'absentéisme, de D'accord. comportement, etc. Ouais, donc c'est post-accidentel quand même. Oui, Ok, ah, c'est marrant. et on les a en collectif. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faudrait travailler en individuel. Waouh, ouais. Parce qu'en collectif, souvent, ils osent pas trop être eux-mêmes, quoi. Il y a l'effet groupe. Donc, c'est pas toujours évident. Ça va pas être évident pour la coach scolaire non plus, hein, parce que là, Non. tu touches à... C'est plus de la psycho pure et dure, quasiment, dans certains cas. Oui, puis... Dynamique de groupe. Oui, il y a ça, oui. Eh oui. Mais oui, c'est compliqué parce que souvent, ils ont des situations familiales qui sont compliquées, difficiles à vivre. Ils sont petits, hein. Ils ont 11 ans, 12 ans, et ils ont déjà C'est des entendu gamins. tu feras rien de ta vie. Voilà, bah, on en revient toujours au même... Après, on va en parler, hein. c'est sûr que Mm. c'est pas enfin, il y a tout un système aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas dire c'est la faute des profs, on peut pas dire c'est la faute de la famille. La famille font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et à leur situation. Les profs, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne en n'étant pas forcément bien payés ou pas valorisés. Et puis quand on a voilà un ou deux collégiens ou collégiennes dans la classe qui perturbent, sur 30 élèves, c'est pas toujours évident à gérer une classe avec un ou deux. Du tout, il suffit d'un Voilà. élément Donc c'est difficile. la faute en fait à personne, mais on essaye tous d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de les remettre, de les revaloriser, de leur dire qu'ils ont ils ont des belles choses en eux et qu'ils peuvent choisir un autre chemin, mais c'est pas toujours évident. Et c'est ce que tu vas faire en collectivité pour les remettre dans le flot, quoi. Ouais. Et ça se fait plutôt pas mal. Les résultats En fait, sont on plutôt sème bons, des qu'est-ce que t'en graines parce penses? qu'on les voit que cette semaine, donc C'est ça, c'est on le souci. les voit que cette semaine, donc on sait qu'on sème des graines. Il y a des très jolis moments, il y a des moments très difficiles aussi. Ouais. D'accord. Et toi, ça te passionne? Oui, mais là, au bout de 2 ans, je m'arrête. Ça t'a vidé? oui. C'est quoi l'idée? Oui, Oui. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est très dur. Ouais. D'accord. Et tu t'y remettras ou pas? Ou non? Pas sûr, je sais pas. Sûr. Pourquoi? C'est dur. C'est dur parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut. On aimerait faire plus. Faut accepter effectivement qu'on verra pas les graines pousser, que peut-être on a dit un truc à un moment dont ils se souviendront plus tard. Et puis parce que parfois ils sont dans l'auto-sabotage, donc on n'arrive pas, on essaie de les faire sortir de ce système, de cette posture, de cet engrenage, et parfois ils n'ont pas conscience, ils veulent pas. Parce que ils sont dans une posture qu'ils connaissent, c'est bien plus facile d'être en colère, d'insulter, de taper. Bien sûr. Que d'essayer de réfléchir. Ils sont petits aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire, surtout à cet âge-là. Ils ont 12 ans, donc autant de recul, bien sûr. C'est pas évident. C'est énorme, d'accord. Donc là, ce que j'entends, on va finir là-dessus, mais c'est pas un truc... c'est dommage. J'entends de la frustration. Ah oui, complètement. C'est ça, oui, hein? Tout à fait. J'ai l'impression que c'est parce que ça te frustre. Et ce que je comprends parfaitement, hein, ça doit être très frustrant. Et donc, tu n'y retournes pas parce que tu n'as pas les manettes pour faire avancer les choses concrètement et visuellement pour toi. Tu n'as pas le feedback. J'ai perdu la patience aussi. C'est-à-dire que quand je les vois s'auto-saboter, je me dis, mince, comment je peux faire? J'ai l'impression de tourner en rond moi-même. Et du coup, je pense qu'après, au bout d'un moment, je perds patience et ça se voit. Et ce n'est pas un service à leur rendre. Donc, autant que je laisse la place à quelqu'un d'autre. D'accord. On appréciera ce que vient de dire Séverine. On l'a entendu plusieurs fois dans les métiers. On a fait beaucoup la santé et la santé mentale avec les psychologues. Et tous l'ont dit, hein, que ce soit la criminologue, la psychocriminologue, psychologue clinicienne, les deux psychopathes de l'adulte qu'on a reçus aussi, ou le psychanalyste, psychologue Patrice Gravreau. Tous ont évoqué le fait de connaître ses limites dans ces métiers-là. Et sachant qu'on est frustré et qu'on ne fera pas du bon, qu'on n'apporte pas de valeur ajoutée, savoir se dire stop, qui est une immense responsabilité de la part des thérapeutes qui pratiquent ces métiers-là ou des coachs. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille sur de l'humain, donc à un moment, on a nos limites aussi, c'est sûr. Bien sûr, et il faut les connaître. Il faut les connaître. Impérativement les connaître. Il faut se questionner régulièrement sur où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire de bien ou pas. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on reste quelqu'un de professionnel et de bon professionnellement, c'est important, et humainement. Séverine, on va te remercier pour ta venue. Merci à vous pour cet agréable échange. Pour nos jeunes qui nous ont regardés et qui ont, j'espère, découvert de nouveaux métiers. Et on vous retrouve sur un prochain podcast. Bien sûr, vous pouvez d'ici là liker, partager, vous abonner, commenter, tout ce que vous voulez, tous les trucs en haut, puisque la chaîne a été faite pour vous. Voilà. Nous, on continue à s'occuper des jeunes, on est là pour ça. Et puis, on vous dit à un très prochain podcast, celui que vous voulez, vous avez le choix. À très bientôt. Soyez vous-même.